Bonjour, on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de nos lives ressources humaines du réseau Annie RH. Nous sommes mardi et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marc Forsen. Marc, on va le voir dans quelques secondes, tu es belge d'origine, un petit peu, hein, on a le plaisir de te découvrir au Québec. Alors, je t'interrogeais tantôt en préparation de cette rencontre pour te savoir comment allais-je te présenter. Et là, les idées nous sont venues, là, ça fusait de partout. À la fois comédien, conférencier, auteur. On a aussi pensé à poète, à... redis-les-moi, Posit- comment? poète positif, patron, poète, pirate positif. Les Oui, 4 c'est ça, P. pirate, j'aimais bien pirate dans cette histoire-là. Donc, un petit peu de tout ça, ça nous fait plaisir de t'accueillir, Marc. Merci d'être avec nous. Mais merci de m'accueillir chez vous sous la neige. Marc, on avait préparé une rencontre sur 3 points, oser les 3 essentiels en leadership. C'est le cœur de ton expertise. Tu as été patron de grandes boîtes en Belgique. Tu promouvois un leadership extrêmement humain, centré sur la personne, aller chercher cette magie qui fait qu'on arrive à mobiliser les gens. Je te cède la parole, Marc. Parle-nous de ces 3 éléments. Écoutez, voilà, il y a une chose qui est importante, et Annie le sait, je ne détiens aucune vérité. Il y a 8 milliards de vérités sur cette terre, donc ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est juste une expérience de vie personnelle et professionnelle, parce que je crois beaucoup que tout ce qu'on apprend en termes de soft skills et de hard skills d'ailleurs en entreprise, mais inévitablement, ça transperce vers l'extérieur et vers notre vie privée et personnelle. En fait, j'avais envie de partager avec vous l'élément essentiel quand j'ai dirigé j'ai travaillé pendant 44 ans dans le monde de la radio. J'adore la radio, c'est une de mes passions. En 2010, quand 2 radios que vous connaissez d'ailleurs, Énergie, que vous connaissez chez vous en toutes lettres, entre 2009 et 2015, il y a eu une licence Énergie avec le N, le R et le J que vous connaissiez sans doute et qui était au Québec. Aujourd'hui, sur le 90, comment est-ce que vous dites 98.9? Vous dites 98.9? Qu'est-ce que vous dites en fait? À peu près, oui, 98,9, c'est point Voilà, 5 voilà, voilà. probablement. Chez nous, c'est 98.9. Et donc, donc, dans ce groupe où j'ai évolué pendant une vingtaine d'années, il y a une chose qui était essentielle au moment où 2 des radios se sont rassemblées, ont fusionné. C'était 2 entreprises différentes qui se sont rassemblées. Et en fait, c'était la marque Énergie et la marque Nostalgie. Et il y a une chose qu'on s'est dite avec le comité de direction au départ, c'est que nous allions privilégier l'être humain, c'est-à-dire mettre l'humain au centre de la stratégie, il y a une petite quinzaine d'années. Bien, avant la rentabilité. Bien sûr, il faut être rentable, mais jamais au détriment de l'être humain. Et partant de ce positionnement, de cette envie, de ce besoin, nous avons construit en fait toute une stratégie qui a fait en sorte que l'être humain a été mis au devant de la scène. Et comment est-ce que nous avons fait ça? La première chose, ça va vous paraître bizarre, mais quand vous êtes chez vous, vous aimez bien être dans un certain confort, dans votre cocon. Eh bien, c'est la première chose que nous avons mis en place pour accueillir et qu'il y ait un vrai accueil, que chaque équipier, chaque équipière se sente accueilli chez lui, chez elle, donc à son boulot. Nous avons travaillé sur le feng shui. Donc, comment est-ce que dans un bâtiment, on peut mettre en place une psychologie de l'espace, et cette psychologie de l'espace fait en sorte que les fluides, les flux énergétiques se mettent en place pour pouvoir faire en sorte que tout soit fait de manière harmonieuse, ou en tout cas le maximum. Alors ça paraît peut-être un détail dans la vision que je vais vous partager, mais je vous promets, d'ailleurs, quand vous rentrez chez vous, vous aimez être dans un lieu affectivement agréable. C'est exactement la même chose que nous avons fait chez N Group, c'était le nom de la société qui réunissait Énergie, Nostalgie, Chérie. Ça, c'est un élément de base, c'est un élément basique de fondation, vous voyez, qui travaille sur les pierres et donc sur l'ancrage des uns et des autres. Et puis nous avons ensuite construit sur 3 éléments, 3 soft skills, 3 intelligences émotionnelles. Et la première, alors je sais que ça va faire peut-être bondir certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous,
c'est l'amour. Oui, je sais, l'amour en entreprise n'est pas nécessairement le mot qu'on va prononcer facilement, mais rappelez-vous, les Grecs avaient une manière, trois façons de parler d'amour. La première, l'éros, je ne vous fais pas de dessin, nous savons de quoi il s'agit. La deuxième, la philia, c'est-à-dire l'amitié. Et la troisième, l'agapé, l'amour universel. C'est évidemment des deux dernières dont je veux parler. Vous savez, quand un être humain se réveille le matin, il a peur de deux choses. De ne pas être aimé et de ne pas être reconnu. De mourir en quelque sorte, émotionnellement. Et quand vous partez de ce concept-là, et que vous vous dites, quand vous croisez les uns et les autres dans les couloirs, il y a, et j'y reviendrai tout à l'heure, quatre attitudes, petits pas essentiels qu'il y a lieu de faire et qui sauvent la vie, la vôtre et celle de la personne que vous avez en face de vous. Mais c'est du teasing, j'y reviendrai. Et donc, aimer. Vous savez, quand on parle d'aimer en entreprise, puisque l'être humain a peur de ne pas être aimé, si vous, en tant que leader, en tant que coéquipier, coéquipière, vous avez un regard, alors on parle de bienveillance, on parle d'attention, on parle de gentillesse, vous utilisez les mots que vous avez envie d'utiliser ou que vous osez utiliser. Moi, j'ose aujourd'hui utiliser le mot amour, ce qui n'a pas été toujours le cas dans mon entreprise et dans ma façon d'être. Je n'ai exprimé ça qu'il y a depuis une dizaine d'années. Auparavant, dans toute mon histoire professionnelle, j'ai jamais osé parler d'amour dans toutes les fonctions que j'ai eues. Comment ce fut accueilli, Marc, quand tu as commencé à parler d'amour professionnel? Alors écoute, j'ai commencé à parler d'amour en racontant mon histoire personnelle. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai basculé dans ce sentiment-là. Si tu me permets, je vais raconter ça en quelques minutes. J'ai une petite fille donc j'ai 4 filles aujourd'hui, là, donc magnifique, j'ai beaucoup de chance. En 1988, j'ai notre deuxième fille qui naît, et qui naît trisomique 21, donc qui est atteinte d'un handicap. Et ce handicap était assez prononcé. Et moi, j'ai refusé cette maladie. J'ai fui l'hôpital pendant 9 jours. Et puis, au bout du 9e jour, l'hôpital m'appelle pour me dire que ma fille est décédée. Donc, j'aurais vu que 2 fois ma fille, Sophie qui veut dire sagesse en grec. 2 fois ma fille, une fois donc sortant du ventre de sa maman, et une deuxième fois sur son lit d'hôpital, décédée, une rose à la main. Alors aujourd'hui, je vous en parle de manière plutôt sereine, mais à l'époque, j'ai vécu pendant 20 ans une culpabilité terrible. Tous les jours, je refusais de me regarder dans le miroir tellement je me dégoûtais. Comment est-ce que je n'ai pas été capable d'aimer ce petit bout de femme qui a existé pendant 9 jours. J'ai pas été capable de l'aimer et de lui donner cet amour-là. Et je m'en suis voulu 20 ans. Et alors, au bout de 20 ans, pratiquement jour pour jour, à 2 jours près, le 29 septembre 2008, soit donc quasiment 20 ans après la naissance de Sophie, qui est née le 1er octobre 88, je décide de prendre 4 jours de congé, de vacances, sans rien faire, sans to-do list, sans rien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette chance-là. Moi, je l'ai prise. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, mais 4 jours où il n'y a pas de to-do list, rien. Alors, je ne sais pas, toi, Annie, si tu as déjà vécu ça, 4 jours sans mettre de to-do list, sans planter un clou, sans aller faire de courses, sans devoir faire quelque chose. Annie, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de vivre ça? Non, honnêtement, ça serait à expérimenter. Je te promets que c'est juste exceptionnel. Et donc, je décide de prendre un jour-là, de lire un livre qui s'appelle Dieu est un pote à moi de Cyril Massaroto. C'est un roman. Le gars, il a un pote qui s'appelle Dieu, ils vivent des aventures incroyables. Mais c'est un très chouette livre. Et je le lis dans ma baignoire pendant 2 heures. 2 heures. J'ai les doigts tout fripés, vous imaginez. Et je termine ce livre. Et je ressors du bain et je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et il y a une petite voix qui me dit, tu sais, papa, c'est bon maintenant. Ça fait 20 ans. Crée, transforme, crée. Chacun interprétera cette petite voix comme il l'entend. Moi, je l'ai entendue.
et elle m'a libéré de 20 ans de prison. À partir de ce moment-là, je me suis donné l'autorisation de pouvoir me déculpabiliser et de vivre le plus sereinement possible. Et je l'ai fait en pensant à Sophie et en pensant à cet amour que je ne lui ai jamais donné, que je lui donne maintenant au centuple. En tout cas, j'essaie de lui donner, elle dans son autre monde. Mais ce que j'ai fait, c'est que même si j'étais très bienveillant avec, en tant que patron avec les uns et les autres, j'étais extrêmement colérique, dû à ma culpabilité. Je tapais dans les murs et les portes quand je n'avais pas ce que je voulais. Là, on rit, c'est pas drôle, mais pour te connaître, c'est drôle d'imaginer ce scénario. Eh bien, je vous jure que j'étais comme ça. Et donc, cette histoire qui m'est arrivée, m'a transformé, mais de fond en comble. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire, en fait, et c'est maintenant, voilà, le teasing, je peux le faire maintenant, à dire 4 mots qui, pour moi, sont essentiels dans la vie d'une société. Et le premier mot, oui, Et on vas-y, les Annie. souligne, hein, parce que Marc, c'est ce qu'on veut que les gens en partie retiennent de cet échange Ouais, d'aujourd'hui, là, ouais, comment ils sont sauveurs, ces mots pour un ouais. leader. On t'écoute. Le premier mot, c'est bonjour. Ça vous paraît débile, idiot, simplissime, simpliste. Mais quand vous dites bonjour à quelqu'un, que vous le rencontrez dans la rue, que vous le rencontrez dans les couloirs du boulot, quand vous pouvez faire en sorte que ce bonjour, qui est un signe extraordinaire de reconnaissance, la personne qui vient en face de vous, vous la regardez dans les yeux. Et quand vous dites bonjour ou que vous serrez la main à quelqu'un, regardez combien de fois il nous est arrivé, et moi y compris, de dire bonjour. Imaginez un cocktail dans lequel vous pouvez être, une assemblée de personnes, vous dites bonjour à la personne en lui serrant la main, et vous regardez déjà la deuxième personne que vous allez rencontrer. Or, si vous accordez un regard à la personne qui est en face de vous, et que ce regard est accueillant, bienveillant, attentif, vigilant, et vous prêtez effectivement attention à l'autre, prêtez attention, donnez attention à l'autre, ça change le regard, son regard, ça change un moment de vie et ça peut transformer quelque chose de manière incroyable. Donc le bonjour est un signe de reconnaissance extraordinaire. Ensuite, le deuxième mot, qui est d'une simplicité aussi désarmante que le premier, merci. Merci. Combien de fois par jour remerciez-vous quelqu'un? Combien de fois par jour quelqu'un vous remercie? Il y a aujourd'hui une attitude que j'ai tous les jours, au moins, et c'est un exercice, comme vous faites vos exercices, vos pompages ou vos abdos, vos abdominaux, hein, quand vous travaillez vos abdominaux, 3 merci par jour. Si vous n'avez pas dit 3 merci par jour, n'allez pas dormir. Merci. C'est aussi la reconnaissance du travail de l'autre, la reconnaissance que, vous savez, il y a une phrase qu'on peut évoquer à chaque instant quand vous rencontrez un coéquipier, une coéquipière, c'est de lui dire « Sans toi, je ne parviendrai pas à faire ce que j'ai à faire. C'est super de travailler avec toi. » Dire ça, c'est remercier la personne qui existe en face de vous et sans laquelle vous ne pourriez peut-être pas réussir ce que vous avez à réussir, bosser sur les projets que vous avez à bosser, remercier. Le troisième mot, une célébration. Bravo. Bravo. Bravo pour ce que tu es, bravo pour ce que tu fais, bravo pour le coup de main que tu m'as donné, bravo pour la réussite du projet, bravo pour l'attitude que tu as, bravo pour le pas que tu viens de franchir, bravo. Cette reconnaissance, cette célébration. Là aussi, combien de fois disons-nous bravo à nous ou aux autres tous les jours? Est-ce que vous pouvez comptabiliser ça? Je suis persuadé que vous, ceux et celles qui nous regardez là en ce moment, je suis persuadé qu'il y a des jours où vous ne dites pas merci. Il y a des jours où vous ne dites pas bravo. Ça, et c'est pas un reproche, il n'y a ni bien ni mal. Simplement savoir que c'est une arme extraordinaire. C'est pas une arme de destruction massive, c'est une arme de construction massive. Et puis le dernier, que je n'ai jamais dit à Sophie non plus, parce que bonjour, bravo, merci, j'ai jamais dit à Sophie, c'est je t'aime. Alors je sais que vous allez me dire, c'est compliqué de dire je t'aime à quelqu'un en face de lui dans le bureau,
Mais c'est un mot gentil, c'est une attention particulière, c'est une vigilance, c'est un regard, c'est une façon de dire je t'aime. Et cet amour que vous distillez. Oui, je sais, certains et certaines d'entre vous pourront dire que je suis un bisounours, mais je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Et si on pouvait chacun et chacune être un peu plus bisounours dans notre vie professionnelle, je pense qu'il y aurait moins de maladies, qu'il y aurait moins de burn-out, qu'il y aurait moins de dépression. Parce que le fait de faire attention à l'autre nous donne une force et donne à l'autre une force exceptionnelle. Et ça donne aussi un droit extraordinaire. Ce bonjour, bravo, merci, je t'aime, un droit extraordinaire, c'est le droit à l'erreur. C'est ce qu'on appelle le devoir d'apprentissage. Et revenez, et j'en termine par là pour ce premier point, revenez sur le gosse, l'enfant, parce que je sais que le gosse, le terme gosse est un peu particulier chez vous, c'est pas la même chose. Donc l'enfant, quand vous le voyez apprendre à marcher, vous le remerciez, vous le félicitez, vous lui dites je t'aime, et il est encouragé. Vous l'encouragez à avancer. Mais quand on nous encourage à avancer, je ne veux pas infantiliser le propos, mais quand on nous encourage à avancer, on est mieux, on est plus fort, on est meilleur dans ce qu'on fait. Marc, c'est inspirant. C'est le fun d'avoir des pensées différentes, d'oser des mots qu'on n'ose pas habituellement dans nos milieux de travail. C'est la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui. Merci de nous inspirer par rapport à tout ça. Donc, Marc, on disait 3 choses. Donc, tu disais « je t'aime » dans le milieu de travail, ou une déclinaison qui est acceptable. Parfois, c'est « je t'apprécie », Absolument. J'aime notre interaction, j'apprécie ce projet. Des fois, ça prend différentes déclinaisons. Tout à fait. Est-ce que tu veux nous parler des autres? Oui. Alors, le deuxième, c'est la confiance. La confiance a priori. Alors, la confiance, a priori, j'ai l'occasion de lire plusieurs livres sur le développement personnel, le développement relationnel, le leadership en entreprise. Et dans l'un d'entre eux, j'ai découvert Jean-François Zobrist, qui était un patron d'une entreprise technologique dans les années 80 en France, dans le nord de la France. Et il disait, et il n'y a pas eu de sondage là-dessus, il disait que les personnes sont bonnes à 97% dans le monde. Il y a 97% des gens qui sont bons dans le monde. Alors vous allez me dire d'où il sort ce chiffre, j'en sais rien, mais je l'ai pris pour moi et je me suis dit, au fond, 97% de personnes qui sont bonnes dans le monde, d'être bons, ça fait quand même 3% de connards, de tricheurs, de voleurs et de menteurs. Et donc ça nous fait quand même 240 millions de connards. Bon, c'est quand même beaucoup. C'est bon. Et donc, dans une entreprise de 100 personnes, il y en a 3. C'est une moyenne. Mais vous vous rendez compte que dans les entreprises classiques, on a fait les règles pour ces 3% de connards. On a fait les règles pour ces 3% de voleurs, de tricheurs, de menteurs. Et que les 97 ou les 97 autres pourcents ont eu à subir cette méfiance. Or, quand l'être humain, quand il est dans un environnement propice, rien ne permet de croire qu'il n'est pas capable de travailler dans l'intérêt commun, dans le bien, pour le bien de l'entreprise. Et que donc, ça n'est pas quand il franchit la porte d'une entreprise, ça n'est pas à ce moment-là qu'il va commencer à faire, passez-moi l'expression, à faire des conneries, parce qu'il gère correctement les choses chez lui, tout d'un coup, parce qu'il franchirait les portes d'une entreprise, de la vôtre, de la nôtre, il deviendrait subitement quelqu'un de nul, de menteur, de voleur, de tricheur. Mais non. Si vous partez donc, et c'est le cas dans les entreprises, type entreprise libérée, nouvelle entreprise, où on fait du management participatif, ce qu'on a mis en place chez Ingroup, quand vous parlez dans une entreprise libérée et que vous partez du principe que vous pouvez faire confiance, a priori, que vous avez confiance dans les personnes qui sont en face de vous et qui sont susceptibles de travailler de la même manière que vous, de regarder dans la même direction que vous, dans l'intérêt commun. Vous changez la manière dont cette personne vous regarde. Parce que si vous lui faites confiance, elle va vous faire confiance. Vous allez nourrir un lien de confiance. Si vous êtes au départ défiant, que vous vous méfiez, il est inévitable que la personne en face de vous va le sentir. Et donc va nourrir lui aussi ou elle aussi
des sentiments de méfiance ou de vigilance, alors qu'au départ, on nourrit de la confiance. La personne, le bébé, l'enfant qui commence à marcher, a confiance, a priori. Il va se casser la figure en apprenant à marcher, mais il a confiance. Et autour de lui, on veille à le mettre dans un climat de confiance pour qu'il puisse faire son deuxième pas et puis son troisième pas. Ça, c'est une clé absolue. Alors bien sûr, il peut y avoir des erreurs, mais comme je vous le disais, c'est un devoir d'apprentissage. Et dans une entreprise, on a chacun un devoir d'apprentissage, parce que qui n'avance pas recule. Et si on n'apprend pas, alors, si on ne risque pas, on n'apprend pas. Si on n'apprend pas, on n'avance pas. Et on ne fait pas évoluer ni l'entreprise, ni soi-même, ni le monde. Hey Marc, en parlant ces quelques pourcents, ces 3% de population qui est plus difficile, souvent dans nos entreprises, on fait face à des employés qui nous paraissent des employés difficiles. J'aimerais ça t'entendre sur quelques clés. Comment on les gère? Comment tu les as gérés dans ta vie? Comment tu les gères encore? Comment on exerce ce leadership bienveillant dans ces situations? Alors, j'ai plusieurs exemples en tête, Annie, et il y en a un qui était particulièrement compliqué pendant une quinzaine d'années. En fait, c'est un homme qui était un animateur radio et qui est devenu, en évoluant dans l'entreprise, qui est devenu responsable d'antenne. Donc responsable de tout ce qui se passait à l'antenne. Son regard était un regard méfiant. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il a eu beaucoup de difficultés. Dans sa vie personnelle, beaucoup de difficultés. Et on lui a appris à se méfier des gens. Et il a appris à être méfiant en permanence. Et quand vous le rencontriez, vous voyiez dans ses yeux la manière dont il avait de vous regarder, c'était une manière méfiante. Il scrutait l'erreur, il scrutait le coup fourré, il scrutait. Et donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai entrepris de faire, parce que c'était un homme dont je percevais au fond de lui qu'il était bon, mais que dans ses attitudes ne traduisaient pas nécessairement la bonté, mais plutôt la méfiance. Et cette bonté ressortait très, 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 très rarement. J'ai donc décidé de le prendre sous mon aile protectrice, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est un peu patriarcal d'ailleurs comme propos. Mais je suis un baby boomer, hein, donc j'ai été un patriarche dans mon entreprise et on a évolué avec le temps. J'ai décidé de prendre du temps avec lui et de lui faire ce type de remarques de manière la plus bienveillante possible et en discutant avec lui, en prenant du temps et en essayant de faire en sorte de faire sauter le couvercle qui dans la bouilloire, dans le caclan dans lequel il bouillonnait réellement. En faisant sauter le couvercle, j'ai pu faire de manière régulière sortir, faire en sorte qu'il y ait une sorte de soupape qui puisse permettre de le faire avancer et qu'il puisse prendre conscience de ce qu'il générait chez les autres. La méfiance qu'il apportait chez les autres, évidemment, comme je vous le disais, faisait en sorte que les autres avaient été méfiants par rapport à lui. Et donc, au fur et à mesure, on a bossé ensemble là-dessus. Je pense et ça a duré une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Et je me suis rendu compte, au bout du compte, que on a finalement, sur ce cas-là, il a évolué, il a grandi, mais il n'a pas grandi dans notre entreprise parce que les dégâts de méfiance avaient été tels qu'on n'est pas parvenu à récupérer l'ensemble de l'affaire et que donc on a de manière constructive, on s'est dit il vaut mieux que tu ailles bosser dans une autre radio, dans un autre média pour que tu puisses nettoyer ce qu'il y a encore à nettoyer. On avait fait du joli boulot et je pense que je le referai, peut-être pas aussi longtemps, peut-être pas une quinzaine d'années, mais je pense que je prendrai toujours autant de temps pour tenter de faire en sorte de faire sortir la bonté qu'il y avait au sein de ce gars. Et ce gars, aujourd'hui, je le recroise et je trouve que la méfiance a disparu. Pas totalement, mais quasi totalement dans le regard qu'il peut apporter sur l'autre. Et vous voyez, ce que je disais à Annie tout à l'heure, c'est que même si tout ne réussit pas parfaitement, le travail que vous faites n'est jamais perdu. Jamais. Et que ce gars-là, Philippe,
a pu, derrière ça, continuer à évoluer dans sa carrière pour nourrir son évolution personnelle. C'est un cas extrêmement typique, il y en a eu plein d'autres, mais la clé, c'est de prendre du temps et d'oser y aller avec ce que, notamment, cette troisième attitude, si tu me permets, Annie, je peux aborder cette troisième attitude, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est découvrir qui on est. L'authenticité, c'est dire ce que notre cœur ressent. Et c'est le partager. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas authentique? Parce qu'on a peur du jugement de l'autre. Parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Et donc on a l'impression qu'on doit mettre un masque parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas enough, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisamment fort, qu'on n'est pas suffisamment grand, qu'on n'est pas suffisamment intelligent, qu'on n'est pas suffisamment compétent, qu'on n'est pas à sa place. Et ça, c'est terrible. Et donc, tout le travail d'authenticité. Oui, et aussi, un élément aussi, je pense, non seulement par rapport à soi, mais aussi la société. L'entreprise, la société en général, demande que nous soyons le plus uniforme, le plus conforme possible pour qu'on puisse être interchangeable. Imaginez, une société, à l'armée, c'est souvent comme ça. On est tous les mêmes, on est facilement interchangeables. Et c'est ce que les sociétés, dans le temps, aujourd'hui ça change heureusement, il y a encore un certain nombre de sociétés où c'est comme ça, les entreprises, c'est ce que les entreprises souhaitent. C'est-à-dire, beaucoup d'entre elles, dans le temps, c'était, on a quelqu'un et on peut le remplacer comme un pion. Et on ne cherchait surtout pas à savoir qui était la personne, au fond d'elle-même. Aujourd'hui, ça change. Dans les entreprises, nouvelle mouture, ça change. On cherche à savoir qui est vrai, qui est là, quelles sont les compétences, comment est-ce qu'on peut combiner les différentes compétences. Et chaque personne est singulière, chaque personne est différente, chaque personne est unique. Et c'est ensemble, 1 + 1 = 3, j'ai jamais été fort en maths, mais c'est ensemble que nous pouvons effectivement résoudre l'intelligence collective. Et ça aussi, c'est l'intelligence collective, c'est la réunion de plein de gens différents qui permettent de faire en sorte que le 1 + 1 = 3. Les oies cendrées, quand elles s'envolent et qu'elles volent en V, quand une oie cendrée vole seule, elle va 24% plus vite. Quand elles volent en groupe, elles vont moins vite, mais elles vont 70% plus loin. Et ça, c'est une clé absolue. Donc, l'authenticité est une arme. Et vous savez, quand on est bienveillant, quand on aime et qu'on est confiant, et que ces deux premières attitudes sont présentes dans une entreprise, évidemment, l'authenticité vient beaucoup plus facilement parce que plus vous avez de la confiance et de la bienveillance autour de vous, plus vous pouvez être vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Plus vous pouvez prendre des responsabilités. Plus vous pouvez prendre des responsabilités, vous osez en prendre. Plus vous devenez leader. Plus vous prenez votre place. Plus les autres qui sont autour de vous vous prennent en exemple. Regarde, il y a cette notion d'exemplarité et sont inspirés pour devenir eux-mêmes leaders. Confiance, amour, authenticité. Et au fur et à mesure, il faut créer des leaders inspirés et inspirants, qui eux-mêmes vont inspirer d'autres personnes. Ça va lentement, mais bon sens que c'est bon quand on voit évoluer une équipe comme ça, de leaders, qui se respectent, qui aiment, qui sont confiants et qui sont authentiques. Et être authentique, c'est accepter sa vulnérabilité. Et vous savez, je vous ai raconté mon histoire. C'est pas quelque chose de très agréable. Mais j'ai montré ma vulnérabilité. J'ai montré qu'en étant, j'avais confiance en vous. J'avais confiance dans le regard que vous pouviez porter sur mon histoire. Vous m'avez permis d'être authentique et Annie, tu m'as permis de l'être. Et donc, cette responsabilité que j'ai prise de raconter cette histoire, ce bout d'histoire, m'a permis de nourrir plein de choses. Et cette vulnérabilité, à partir du moment où on la partage, c'est le début de la guérison. Ça soigne. Et le fait de pouvoir vous raconter cette histoire, j'espère qu'elle vous inspirera pour que vous-même, vous vous accordiez la chance, parce que c'est une chance, de pouvoir être vulnérable et de montrer votre vulnérabilité aux autres. Parce que si vous le faites, les autres seront invités à le faire aussi. Marc, c'est un plaisir de t'entendre, un cadeau. Si ce n'est que pour moi, toujours un plaisir de t'entendre. On a Jeanne qui est avec nous aujourd'hui, qui nous parlait, qu'il y avait des cohérences entre ce que tu disais puis certaines citations de Einstein. Merci Marc pour ces moments d'authenticité, d'amour,
au sens large de la chose. Merci pour ces moments de partage avec nous, cette inspiration que tu portes. Je savais qu'en te recevant, tu nous amènerais à la fois sur des chemins moins bien battus de ce qu'on voit habituellement, à la fois qu'on sentirait tes émotions et qu'on partagerait, on vibrerait avec toi aujourd'hui. Ce fut un plaisir de te recevoir. Nous étions dans le cadre des lives ressources humaines du réseau Annie RH, où on cherche toujours à se donner des outils pratico-pratiques sur comment penser autrement notre fonction RH. Marc, on te remercie beaucoup. On te souhaite une bonne soirée. Hein? Tu es sur un autre fuseau horaire. Oui, absolument. Merci. Belle journée à vous.